Oh là 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 là. Le football, il a changé. J'avais assez de cette bande de racailles. Léa, j'étais des noms déjà arabes. Salut à toutes et à tous, ici c'est les zones et comme on dit sur ce plateau, prenez place, il fait bon, il fait chaud, c'est le retour du froid, de l'hiver, donc voilà, venez un petit peu vous installer avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, chaque mois. J'ai regardé ce matin les statistiques, on est plus près de 19 000, bientôt 20 000 abonnés sur la zone, vraiment vous nous regardez de plus en plus, ça fait plaisir, comme dirait l'autre. On passe aux présentations. Jonathan Bellin à ma droite, comment ça va mon cher Jo? Je suis ravi pour une fois. Pour une fois, ça, il fait très souvent la gueule. D'avoir encore raison. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il vit que pour ça. Il ne vit que pour avoir raison. C'est ça qui est un petit peu dommage. Il ne vit pas pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, je tiens à signaler que Alexis a mis un coup de lac avant de lancer l'émission. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Hein, Brice? Bah, il a complètement mis la laque, la même marque que ma grand-mère. D'accord, donc on va parler cosmétique sur ce plateau. Boris Radojcic, je vais éviter de bien prononcer ton nom de famille si ça continue. Ça va mon bobo? Ça va et toi? Ça va. Je me sens bien gainé, bien dur comme tes cheveux là. Très donc on va parler coupe de cheveux. C'est très bien ce soir. Bah, je vais faire comme notre invité. Voilà, je vais me raser les cheveux, comme ça il n'y aura plus de vannes. Ricardo Fati est avec nous. Salut Ricardo, un enfant de la secte, c'est comme ça qu'on pourrait t'appeler ou pas? Ah, la secte de Clairefontaine, ouais, bah, totalement. Ouais. C'est un petit enfant de la secte, en effet. Voilà, la génération 86 plus 1. Voilà, on en perd le micro. Génération 86 plus 1, on a pu te suivre sur les terrains de foot, mais aussi ce qu'a fait un petit peu ta renommée, c'est ta présence dans le documentaire de Bruno Sévestre, à la Clairefontaine. En effet, ouais. T'en as marre de quoi qu'on te parle le plus souvent de ça, de Totti, de l'accident de scout, frère, je pense, de ton frère? Ouais, franchement, ouais. C'est ça, t'en as marre qu'on te parle tout le temps de ça? On parle de mon frère. Ouais, oui. C'est la comparaison, tout ça. Bah, allons-y. J'ai l'habitude. Non, mais après, non, toujours un honneur. Moi, toujours un plaisir à la Clairefontaine, c'est des bons souvenirs. Moi, en plus, j'habite juste à côté. Donc, jusqu'à présent, ouais, j'ai toujours des attaches très fortes avec l'INF et Clairefontaine. On en parlait un peu avec Ricardo. Je sais pas si c'est un peu pareil pour vous. On a un peu l'impression d'avoir grandi avec lui, en fait, quand on a vu tous les épisodes à la Clairefontaine, d'avoir suivi un petit peu vos adolescences et votre premier déchirement pour moi. Quand il a eu son accident de scooter, je dis Ricardo, pourquoi? J'étais devant ma télé, je comprenais pas. Tout le monde l'aimait bien en plus, tu vois, c'était le sympa et tout. Ouais. Et... c'est ça. Moi, je l'ai vécu premier degré. C'était pas une télé-réalité, mais il y avait un truc en tout cas qui. Non, mais on était dans les chambres, on était sur les terrains. Les télé-réalités n'existaient pas quand ça sort à la Clairefontaine. Et t'as ce truc où nous, c'était la première plongée dans le foot professionnel, enfin la formation des footballeurs professionnels. On n'y connaissait rien, tu vois. C'était un truc qui était très opaque. Et moi, j'ai vécu ça. Un peu la saison 2 du truc de la Coupe du Monde. Ouais, des yeux dans les bleus. Ouais, il y a eu un truc. Saison 2 des yeux dans les bleus, mais de ouf. Ouais. Moi, j'ai vu côté de toutes les histoires. Dès qu'il gardait pas un mec, ça me déchirait le cœur pour lui. Tu vois, on s'identifiait vraiment, quoi. C'était un peu la Star Academy du foot avant. Exactement. En plus, c'était à la même époque. Hein. Quand on replace dans le contexte, c'était en 2000, 2002, donc c'était tout neuf. Même pour nous, hein. Nous, on n'était pas habitués, on ne connaissait pas, donc on était vraiment authentique. On calculait pas, donc ce qu'on montrait à la télé, c'était réel, c'était vrai. Ouais, l'innocence vraiment qui ressort un petit peu de ce documentaire, c'est quand il y a les entraînements des espoirs ou des pros, où à chaque fois vous êtes là, oh là là, il y a Dalmat, oh là là, il y a machin, il y a Djorkaeff, et vous avez demandé des autographes, mais c'est là où on se dit, mais c'est sûr qu'il n'y avait rien qui était scénarisé ou romancé, c'était excellent. Non, moi la question, je pense qu'on t'a jamais posé, que j'ai envie de te poser, qui a gagné la bagarre entre Abou Dhabi et Ben Arfa? Moi je sais. Non, mais après, il n'y a pas eu de bagarre. Après si vous voulez tout savoir, Boateng, c'était pas sa première bagarre, je pense que c'était sûrement pas sa dernière aussi, à Clairefontaine, parce qu'il aimait bien se fouetter aux gens, malgré sa petite taille et son jeune âge. Mais non, après, c'était bon enfant, tout ça. En plus, on le voit, au-delà des insultes, tout ça, c'était vraiment... c'était deux gosses de 15 ans qui s'embrouillaient dans une chambre. Il y avait rien de méchant maintenant. Et puis ça montre une force de caractère aussi, en dehors et sur le terrain. C'est toujours bon à avoir. Bon, histoire qu'on te présente un peu le concept de l'émission, on va parler de ballon rond. Voilà, on va parler de toi, mais bien sûr avec le sourire, avec bienveillance. Et on commence l'émission, les gars? Allez, let's go! Et on entame avec le premier gros thème, la première grosse partie de cette émission. On l'a appelé Los Termos, parce qu'on est tous espagnols LV2. Trilingue, ouais. Trilingue, voilà, on parle toutes les langues. En gros, l'idée, c'est d'évoquer des thèmes, des sujets, et d'être le plus concis, le plus franc et le plus direct possible. Premier Termos, Los Termos sur Antoine Griezmann. Messieurs, Jo, ton premier avis là-dessus, est-ce qu'il est sous-coté? Est-ce que c'est le meilleur joueur de la Liga? Est-ce que c'est le meilleur Français actuellement, Griezmann? C'est sans doute le joueur
de très très haut niveau, qui est le plus humble et le plus travailleur, je pense, de cette génération-là. Je parle pas de Cristiano Ronaldo, etc. Tu vois, mais... Et je suis ébahi par le niveau qu'il a. Je suis pas un fan de Griezmann à la base, tu vois. Je suis pas de cette famille-là de football, mais je le trouve fantastique, ouais. Extraordinaire. Ce qu'il fait encore là, récemment, depuis le début de la saison, je trouve ça fantastique. Voilà. Bobo, C'est étrange parce que la question sous-côté, tu vois, je trouve qu'elle me paraît... c'est un peu d'époque, hein, c'est un peu... Non, mais elle me paraît injuste et en même temps, quand, tu vois, quand tu la poses, finalement, ça fait quand même écho parce qu'il y a un truc, je sais pas, qui me manque pour me dire waouh. Tu vois, Antoine Griezmann, j'adore le joueur, je le trouve très complet, j'adore ce qu'il apporte dans une équipe, mais il me manque un truc un peu qui me fait vibrer, qui me fait kiffer. Et j'arrive pas à savoir quoi, mais qui fait que j'arrive pas à le mettre dans les top players qui me font kiffer. C'est son club qui te dérange. L'Atlético, je sais pas, fait encore. Je trouve qu'à c'est quand même beaucoup mieux quand il est à l'Atlético qu'au Barça. Mais en équipe de France, je l'aime, mais tu vois, j'arrive pas à passer le cap. Donc je sais pas. T'as pas fait kiffer en Coupe du Monde? Eh ben, je sais, mais j'ai pas vraiment d'argument, mais il y a un truc où Ça s'explique pas, quoi. c'est pas sous-coté, je le trouve pas sur-coté non plus, mais tu vois, il y a un entre-deux où je trouve il représente bien, en tout cas, le joueur qu'il est. Ricardo. Ouais, non, moi, il m'a fait kiffer. Hein, pour revenir à ce que disait Boris, moi, en équipe de France, il m'a vraiment fait kiffer. Hein. Après, peut-être c'est la vision d'un ancien joueur, parce que j'ai bien aimé son positionnement au niveau tactique. C'est vrai que c'est pas le genre frisson qu'on attend un peu à la Dembélé ou même à la Kylian. Mais force est de constater que pour moi, il fait partie des plus grands. Hein. Est-ce que c'est pas le footballeur le plus intelligent, en tout cas de ces 5-10 dernières années? Ouais, au niveau de compréhension du jeu, QI football, c'est lui, il sait comment se positionner. Dépassement de fonction. Dépassement de Il peut fonction. jouer à tous les postes. C'est ça. Ouais. Moi, je suis parti le voir. Moi, je suis parti au Qatar pour la Coupe du Monde et vraiment, quand j'étais au stade en live, je le voyais jouer pendant la Coupe du Monde, des matchs de très très haut niveau. Et de la manière dont il jouait, franchement, j'avais les yeux rivés sur lui. C'était incroyable. Comme tu disais, le dépassement de fonction, le fait de se replacer. L'assimilation d'un nouveau poste aussi. Exactement, le revenir. Il fait quand même 20 ans à un poste qui n'est... Enfin, et là, il joue pendant un mois, parce qu'il n'avait pas beaucoup joué avant ce poste-là. À un poste différent, qui est quand même c'est un 8,5. C'est très spécial de faire jouer à ce poste-là. Alors, certes, il donne pas forcément des frissons ou des choses. Pourtant, il en marque des beaux buts. On l'a encore vu cette semaine-là en Champions League. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être ce truc qui fait qu'il pourrait vraiment s'asseoir à la table des grands, comme il le dit lui-même. Ouais. Mais là, il a moi, dit, je suis assis à ma table, ça me convient. Il a dit ça. Peut-être que c'est aussi un truc de titre. Tu vois, tu disais son équipe, mais c'est aussi ça qui fait que, à l'époque où l'Atlético domine un peu le continent européen, t'as un truc où il avait quand même une place plus importante quand ça fait finale de Ligue des Champions. Tu vois qu'ils gagnent l'Europa. Je pense que quand ton club il décline un petit peu, t'as un peu moins de visibilité, mais ça n'enlève rien à la qualité du joueur. Hein. Il souffre aussi beaucoup de la comparaison des 15 ans où il y a eu Messi, Ronaldo et personne n'était à leur table en fait. Et si tu regardes les joueurs après eux, les Dybala, tous ces joueurs-là, il n'y a que lui quasiment qui est resté au top niveau. Donc finalement la table, si elle s'agrandit, tu le mets. Tu vois. Bien sûr. Après peut-être aussi il paye aussi le fait qu'il n'ait pas vraiment réussi au Barça aussi. Il y a peut-être ça. Ouais, il y a peut-être eu aussi sa communication avec la décision où il annonçait et tout. Bon. Ok. L'Ostermos sur le Ballon d'Or. Messieurs, je commence avec toi, Bobo. Est-ce que c'est une cérémonie tout simplement qui vaut encore le coup d'être célébrée? Regardez depuis des années. Je t'avoue, je m'en tape complètement. Ça m'intéresse pas vraiment. Alors aussi parce que ça a été trusté par Messi, Ronaldo et qu'à un moment j'ai perdu le fil du truc. C'est Messi qui a été sacré. J'ai quand même suivi, mais tu vois, ça m'excitait beaucoup plus quand, tu vois, d'une année à l'autre, il y avait un truc, d'une saison à l'autre, avec quelqu'un qui performait. Là, ça m'intéresse plus, et surtout quand je vois cette saison où on en a parlé la dernière fois, mais j'ai un peu de mal avec celui de Messi cette année, donc tu vois, ça m'intéresse plus trop. Ricky, est-ce que le titre honorifique de Ballon d'Or, est-ce qu'il a encore une certaine valeur, tout simplement? On ne sait pas si c'est le meilleur joueur, celui qui a le plus de récompenses sur une année. C'est ça en fait, c'est que maintenant les critères, elles sont floues, on ne sait plus trop. Est-ce que c'est le meilleur joueur sur l'année? Est-ce que c'est le meilleur joueur, celui qu'on apprécie le plus? Pour moi, le Ballon d'Or, il est comme Boris le dit, il est un peu galvaudé maintenant. C'est vrai que certes, ça reste un trophée convoité pour les très grands joueurs, mais il fait plus...
pareil, encore avec mes yeux d'ancien joueur, il fait plus spécialement rêver. Moi, il me faisait vraiment rêver quand j'étais plus petit. Quand je voyais Rivaldo le gagner, quand je voyais même Nedved, et le gagner, des joueurs comme ça, le gagner, c'était fort. Maintenant, voilà, les critères, Messi, il a joué 6 mois, il faut dire la vérité, il a fait une Coupe du Monde extraordinaire. Il a été récompensé pour ça, en tant que meilleur joueur de la compétition, mais il a fait 3-4 mois, en fait. Et puis, il y avait aussi une façon de le décerner qui était... Il y avait moins de médias à l'époque, donc c'était plus bandant presque, je vais te dire. Tu savais pas quelle va être la une de France Football. Ouais, c'est ça. Genre quand c'était Nedved, je crois que c'est Denisot qui va à Turin et il dit voilà, nous sommes à Turin. Et là, tu sais que c'est Nedved qui est Ballon d'Or. Il n'y avait pas une cérémonie avec... Après, il y a les réseaux sociaux aussi aujourd'hui qui font que, voilà, comme les joueurs en plus, ils sont prévenus quelques jours avant. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Moi, je me souviens quand Griezmann, il pensait pouvoir l'avoir. La première action qu'il a, c'est de dire heureusement que vous n'étiez pas à la maison ces 3-4 derniers jours, parce que je faisais la gueule. Donc en fait, même les joueurs sont au courant. Voilà, ça biaise peut-être aussi un petit peu ce côté. C'est ça. Ok, bon. On regardera plus le Ballon d'Or. Voilà, comme ça. Quoi que si, peut-être les années suivantes, avec Haaland, avec Mbappé. Ce que tu disais, c'est les critères, ils changent un petit peu. Moi, j'avoue, les critères statistiques de s'il a mis 50 buts, en fait, c'est le meilleur joueur du monde. Même pas, parce que ni Haaland ni Mbappé ne l'étaient pas. Je parle sur les 10 dernières années, tu vois, où c'était celui qui avait marqué le plus de buts. Ils sont revenus à un critère qui fait que le palmarès est en 1. Ce qui était le cas avant à l'époque. Ouais. Donc, à partir du moment où tu as la Coupe du Monde hiver, c'est déjà un problème. C'est un peu mal fait. Ouais, c'est biaisé. Et que c'est maintenant, sur une saison, officiellement, tu te dis le titre le plus important, c'est la Coupe du Monde. Messi l'a gagné quasiment tout seul, avec l'appui de ses partenaires évidemment, tu vois, mais malheureusement, personne d'autre peut le gagner. C'était il y a un an, tu vois, du coup. C'est là où c'est étrange. Oui, mais c'est sur la saison dernière. Ouais, mais la saison dernière, il fait... même là, on a du mal encore à comprendre. Donc, meilleur palmarès. Moi, je comprends, mais... Ouais. On finit avec un nouvel appelé. En équipe de France, l'Ostermo sur Warren Zahir Emery, appelé en A quelques semaines après ses premières sélections en espoir. Ricardo. C'est mérité, c'est la suite logique, même si c'est vrai, il est très très jeune, c'est assez précoce, 17 ans. Non, c'est logique, il s'est imposé dans un des meilleurs clubs en Europe. Il délivre des belles performances, c'est tout à fait logique. Il prend la place de personne. En plus, c'est Gibraltar et Grèce, c'est ça ? C'est ça, les Bleus sont déjà qualifiés. Ça y est, franchement, oui, exactement, il prend la place de personne, il n'y a pas de débat. Franchement, moi, je suis vraiment content pour lui, pour sa famille. C'est bien aussi pour le football français, franchement, c'est nickel. Bobo. Comment ne pas l'appeler ? Et même s'il avait fallu prendre la place de quelqu'un, moi je lui aurais donné la place de quelqu'un. Tu vois, s'il y avait eu un peu de. Le Pogba, tout ça, enfin. Oui, il y a Chouameni aussi qui est blessé. Là, t'as Chouameni qui est blessé, mais tu vois, je pense qu'il aurait pu prétendre aussi à une place en prenant la place de quelqu'un, entre guillemets, parce que quand tu vois les perfs qu'il a, et comme le disait Ricardo, il joue quand même au Paris Saint-Germain, et je pense qu'il a pas à pâlir de ses prestations quand tu regardes les autres milieux de l'équipe de France. Donc non, c'est très largement mérité sur son début de Deschamps met déjà des bâtons dans les roues à Thierry Henry. Non, Thierry Henry l'a toujours dit, le boss, c'est Deschamps. Quand il a besoin d'un joueur en espoir, il le convoque, il n'y a aucun souci. Sa place face à Thierry. Après, ça va, Thierry, il a encore de la réserve. Aussi. Oui, ça va. Il a de la matière aussi. Et puis, il faudra savoir s'il fera les Jeux Olympiques ou l'Euro. C'est un peu ça qui va aussi... Ou les deux. Peut-être les deux, comme Mbappé. On verra. Il y aura peut-être ça pour les deux. Il a l'âge pour le coup. Oui, pour faire les deux. Ouais, là aussi pour faire la prochaine aussi à LA aussi. Dans 4 ans. Il a le temps, il a que 17 ans. D'ailleurs, Zahir Emery qui pourrait, s'il entre, devenir le plus jeune bleu à disputer quelques minutes dans l'après-guerre depuis Eduardo Camavinga. Ça se joue à un mois près, mais voilà, c'est quand même... Il y a aussi ça à prendre en compte pour le jeune Warren Zahir Emery. Avant d'accueillir Benjamin pour notre première chronique dans cette émission, messieurs, on va revenir sur la Coupe d'Europe. Un petit point, qu'est-ce que vous retenez ? Bobo, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine européenne sur les clubs français ? Lens et le PSG, pour les nommer. Première chose, ça va faire plaisir à Jonathan, j'en ai marre qu'il ait raison. Ça me casse les couilles. Pourquoi qu'est-ce qu'il a dit ? Non, mais parce qu'il critique beaucoup le PSG depuis le début de saison, à juste titre sur certains points, je le laisserai développer. Mais j'ai pensé à Jo, en tout cas en regardant le match. Milan-Paris Saint-Germain de mardi dernier. Je parlais de Milan-Paris Saint-Germain. J'étais un peu déçu de la prestation du PSG. Après, je la relativise aussi en me disant que c'est quand même une équipe, tu vois, je me faisais la réflexion, qui est extrêmement jeune. Et là, ça perd beaucoup à l'extérieur, tu vois, en Ligue des Champions. Donc, tu vois, une moyenne d'âge à 23-24 ans, ça compte aussi, tu vois, dans ces matchs-là où ce qu'on leur reproche, c'est aussi de manquer de caractère. Et je pense que c'est dur d'avoir du caractère, en tout cas d'avoir un truc de gérer ses émotions
l'émotion ou gérer des moments de match un peu plus compliqués. Il y a les occasions en première mi-temps Ça fait pour 10 faire ans. mieux. quand même. De quoi ? Non, mais là, je parle pour cette équipe-là. Je veux pas. Il y a 10 ans, c'était une autre équipe. Donc, si je regarde juste à aujourd'hui, c'est notre histoire. Ouais. c'est encore une autre dynamique. Donc, Ricardo, justement, ça joue vraiment autant que ça. Il parle de caractère, de jeunesse, de 23, 24 ans. On les voit, les Ugarte, les Zaïre Emery, les Colomboigny au Parc des Princes contre le Milan AC, c'est 3-0 net, c'est sans pas le même bavure. match, ouais. Et là, ils arrivent à San Siro face à un Milan AC assez malade, qui perd face à tous les gros en Italie, que ce soit la Juve, l'Inter, il Naples. fait pas un match de ouf non plus. Tu vois. Non, et puis... Justement, ils font un bon match, le Milan. font un- Moi, je non, trouve, mais- hein. Moi, je trouve, d'un point de vue tactique, ça a été fort. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce match-là, avant de parler du PSG, c'est que le Milan, ils ont su corriger ce qu'ils ont mal fait à l'aller. Pareil, ils sont passés à côté, ils ont mal défendu, ils se sont fait déborder, tout ça. Ils ont corrigé le truc. Après, certes, Paris était peut-être pas bon, comme justement tu parlais d'Ugarte, des jeunes qui sont, à mon avis, se sont fait prendre par le contexte où c'était assez compliqué pour eux. Milan, ils ont réussi à corriger ce qu'ils ont mal fait. Et ils l'ont bien fait. Hein. Moi, j'ai vu comment ils ont défendu sur Mbappé, comment ils sont repartis en contre-attaque, comment ils ont exploité les failles sur les côtés quand Hakimi montait souvent, les AO, il a pris des profondeurs, Giroud était costaud sur les défenseurs. Non, Milan a très bien joué aussi. Il faut aussi un peu relativiser la défaite du PSG. C'est pas une contre-performance. Ça reste une défaite logique à l'extérieur à San Siro. Mais sinon, attention, après Paris, oui, c'est vrai que si on veut aller plus loin, là, on parle sur le plus long terme. Il faut que c'est les jeunes joueurs, entre guillemets, hein, les jeunes qui sont un peu néophytes à ce niveau-là, qui montent un peu le niveau. Tu es obligé d'avoir une attente un peu supérieure quand tu dépenses 300 millions, tu vois. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord sur la théorie de ce que vous dites, de dire c'est une équipe jeune, en construction, ils ont tout changé. Je suis entièrement d'accord. Mais à partir du moment où tu dépenses autant d'argent depuis tellement d'années, je veux dire, c'est quand même un club avec une équipe à 2 milliards, tu vois. Ah oui, bien sûr. Donc à un moment, tu peux pas te retrouver dans une situation où tu te dis on a fait la même erreur qu'à Newcastle il y a un mois, tu vois. Ouais. Tu perds Totalement. sur les mêmes marqueurs. Ouais. Tu perds dans l'influx mental où tu perds tous tes duels. Tu perds parce que techniquement, tu n'es pas assez bon par rapport à l'équipe que tu dois avoir normalement, tu vois. Donc oui, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu plein de départs, il y a eu des arrivées, etc. Mais le coach, il a changé. Il a remis Vitinha, qu'il n'y avait pas eu à Newcastle. Donc lui, il a corrigé le coach, tu vois. Il s'est dit, bon, on n'a pas eu le compte. Ils ont eu la possession comme à Newcastle, mais c'était ultra stérile. Et pour terminer, physiquement... À Newcastle, ils n'avaient pas eu la possession aussi. Si, bien sûr que si. Ah Bien bon sûr que si. Mais ils ont eu beaucoup moins d'occasions, le PSG à Newcastle, Bien sûr, qu'ils n'en ont eu quand même au Milan AC. Il y a eu En première mi-temps, tout. tu peux rentrer à 2-1. Mais ils dominent en première mi-temps. Mais Après, ils ont les occasions pour en La plus. mi-temps était bonne aussi. Mais s'éteignent, mais sur des... Encore une fois, c'est ils s'éteignent après les le but, marqueurs hein. mentaux, le but qu'ils prennent où ils s'arrêtent de jouer. Non, mais on est où, ils sont plusieurs. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a ils 3 sont- des c'est 4 la Ligue des défenseurs. Champions. Marquinhos, Hakimi, Ça, c'est Skriniar, incroyable, ça C'est la c'est... Ligue des Champions. Marquinhos qui défend en reculant sur 60 mètres Déjà, même et qui fait pas faute au milieu sur le Même le but premier qu'ils but, prennent. hein. Ouais, ouais. Le premier but que tu vois où la balle elle a le temps de rebondir dans la surface et t'as Marquinhos qui est sur la ligne et qui avance pas du tout. Et avant, Ouais. il a reculé de milieu de Ouais. terrain. Moi Ouais. j'ai absolument pas compris ça sur le premier but. Après, c'est C'est intéressant. c'est le même but qu'ils prennent depuis 10 ans. Brésil, le Brésil de la Coupe du Monde contre la Croatie, c'est le même but. Il recule sur 60 mètres, Marquinhos. À un moment donné, tu peux pas. Je suis désolé. Et on va encore dire que je tape un peu sur Marquinhos, mais il est trop léger. Il n'est pas au niveau. Je suis désolé. On se rend compte qu'il était, en tout cas, on voyait moins ses failles quand il y avait Thiago Silva à côté de lui. Mais moi, j'ai envie de revenir sur ce que disait Jo. Je voudrais votre avis à tous les deux. D'abord à toi, Boris. Quand il dit, quand on dépense autant, c'est normal qu'on ait beaucoup d'attentes et qu'on doit être déçu. Moi, j'ai envie de me dire, on est en droit de les comparer avec Manchester City. Au final, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain. Si Manchester City, avec cette équipe, avait perdu de la même façon contre le Milan AC, est-ce qu'on aurait dit, oh là là, City a floppé sur ce match? Je pense, mais après c'est pas forcément négatif, tu vois. Là où j'entends l'argument sur on est en droit d'attendre mieux, je suis d'accord, mais après tu as aussi une dimension et humaine et aussi de progression et de, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, on dira on a mis tant, donc on a le droit d'attendre ça. Oui. Mais en même temps, en fait, tu as des mecs qui sont là, l'équipe elle se construit et qu'on le veuille ou non, bah, ça prend le temps que ça prend. Et il y a quand même 3 mois, on a dit, on construit un projet sur 2-3 ans. Oui, exactement ça. Donc si aujourd'hui on se dit, l'objectif Qui a dit c'est le Paris Saint-Germain. Mais qui
Ils sont sur une phase de développement. Nasser. Même Nasser, même Lucien Enrique, hein, il a dit. Après, en disant, année, en il y a un voulant nouveau dire projet. que la Champions League, c'est pas leur priorité première cette année-là. Ouais, c'est vrai. Ça montre que voilà, en plus Et même bon, au chaque niveau année, des il y a un nouveau recrues. projet. C'est ça qui me dérange. Tu vois. Bah, Ça, on espère mais- que ce soit le bon. Ça c'est ça, mais après, tu vois. Oui, mais si c'est sur 2-3 ans, si Kylian Mbappé il part cet été, ça veut dire que le projet il est encore modifié. mais j'en il sais est- rien, on Je sait vais pas. répéter Non, la non, réalité. j'ai dit. Mais je dirais, du coup, on verra l'été prochain. Tu vois, il y a un truc, on pourra accuser la cohérence du projet si justement il part. Là, en l'occurrence, on me dit que c'est sur 2 ou 3 ans. J'attends de voir si dans 2 ou 3, si déjà dans, Ouais, mais dans le courant de l'année. C'est ce que tu viens de dire. Je suis désolé, mais je vais répéter ce que j'ai dit Ouais, la dernière je fois après sais. Newcastle. Dans la difficulté, Du coup, tu vas l'embêter parce qu'il Dans en la a di- marre quand t'as raison. non mais dans la difficulté sur la deuxième mi-temps, j'ai vu Kylian Mbappé, un des meilleurs joueurs du monde, se dire inconsciemment dans sa tête, écoute, de toute façon, au pire à la fin de l'année, je pars. J'ai pas vu de réaction, tu vois ce que je veux te dire. Et moi, ça me gêne parce que si ça l'emmerde, à la fin de l'année, il part en fait. Mm. Et le projet Kylian Saint-Germain, tu vois, construit autour de lui pour le garder, Il est caduc. ça marche pas. C'est pas logique, tu vois. Ricardo, comment tu l'imagines à la suite? Il reste 2 journées. La dernière journée, c'est à Dortmund, au Signal Iduna Park. À Dortmund, au Signal Iduna Park. On dit qu'ils ont du mal dans des gros stades avec des grosses ambiances. Ouais. On a vu à St. James Park, on a vu à San Siro. Là, face au mur jaune, ça semble un peu compromis. Il y aura une dernière journée très compliquée, peut-être fatale pour le Paris Saint-Germain. Comment tu l'imagines? Aujourd'hui, le PSG n'est plus premier du groupe. Et voilà. Je ne dis pas qu'ils vont finir en Europa League, mais voilà, il y a ce côté. On n'est pas On ne sait jamais, quoi. Justement, c'est ça la difficulté, c'est que là maintenant on a du mal à se projeter, on a du mal à les pronostiquer parce qu'ils sont capables du meilleur à domicile et un peu du pire à l'extérieur. Donc en plus Dortmund, on les a vus, hein, ils sont intraitables à domicile, hein, ils sont pas mal. Mais après c'est encore dans 3 semaines, 4 semaines, donc peut-être une nouvelle réalité va peut-être surgir. Peut-être des joueurs qui vont peut-être se révéler. Hein. On a vu Coréen, Lee qui est pas mal, qui pointe le bout de son nez. Peut-être que dans Il fait une 3 bonne semaines. rentrée en plus. Ouais, il fait une bonne Très rentrée. bonne Peut-être que dans 3 semaines, il sera titulaire en puissance. Il aura pris un peu plus de bagages parce que les rentrent d'Asie, peut-être, il a besoin d'un peu de temps. Donc, en 3 semaines, beaucoup de choses peuvent changer. Mais encore une fois, on a beaucoup de mal à les situer, les Parisiens. C'est trop irrégulier pour eux. C'est dingue, hein, en Ligue des Champions, c'est Physiquement, Excusez-moi, c'est dur, on les a vus c'est même en violent. Quand même. seconde mi-temps, ils ont C'est- plongé hein, contre Milan. Ils ont été. Moi, je veux bien qu'il y ait une Loftus-Cheek, il a bu tout le monde. Hein. C'est pas normal. Ouais, mais C'est- je l'ai rarement vu faire un match de cette Physiquement, il a qualité. bu. Après, le Paris Saint-Germain aussi, ça transcende. C'est toujours facile de... Bon, Ricardo, tu répondras plus facilement que moi, mais c'est toujours plus facile d'être très fort sur un match et un petit peu moins bon. Ah ouais. Moi, je regarde beaucoup la Serie A. Le Milan AC, cette saison, contre l'Inter, contre Ouais, la c'est pas- Juve, c'est pas contre top, Naples, c'est très, très moyen. C'est pas top. Et pourtant, là, Léao, qui est vachement décrit depuis le début de saison au Milan AC, Et là, il fait un match incroyable. là, il est incroyable. Moi, C'est j'ai l'impression qu'ils ont vraiment préparé ce match. Hein. Moi, c'est parce que c'est pareil. Moi, je suis beaucoup la d'accord Serie A. J'ai l'impression que même Pioli, il a déjà écouté. On va se focus sur PSG. Voilà en plus, moi, je connais bien les coachs italiens à Serie A pour en parler. C'est qu'ils se sont dit voilà leur faille. On va faire ça à 100%. Je sais que, par exemple, au milieu de terrain, ils n'ont pas d'impact. On peut y aller, on peut foncer, ça va passer. C'est ce qu'il a fait. Ils ont fait tout le match. Le script, il a pilonné au milieu. Bien sûr. Léao, Il pareil. y aura des comptes sur le côté, tu vas m'exploiter ça, tu défendras pas, mais tu vas exploiter ça, défense à 2 sur Kylian. Et le match est gagné déjà. Ça suffit. Et le match est gagné. Ça suffit parce que je suis désolé encore une fois. Dembélé fait n'importe quoi, tu vois. Et j'aime. Et ce joueur me fascine, tu vois. Tu le sais. Non, je sais que tu as commencé à le détester à partir du moment où il a pris le numéro 10 au Paris Saint-Germain. Non, j'ai commencé à. C'est pas détester en plus, parce que c'est pas vrai. C'est juste qu'il fait n'importe quoi. Et j'ai vu une équipe qui s'est complètement désintégrée toute seule. Ouais. Premier mi-temps, Ça, ils c'est sont vrai. bien. Mm. Pendant 30 minutes, ils sont très bien. Il y a un 0, ils prennent un deuxième, ils prennent un but comme ça. Ok, tu peux en prendre. T'as le droit de prendre un but. Mais après, tu te reprends, quoi, tu vois. Mais bon, c'est toujours pas. Ouais, il manque peut-être Justement, un peu de Quand on caractère parle des dans ce 300 Paris millions, de ça, l'équipe à 2 milliards, c'est ce qui manque au PSG. Au-delà du talent, ils sont jeunes, mais ça manque un peu de caractère. Un peu. mais C'est ce que City a su installer. Hein. Quand- Parce qu'il y avait si à toi, t'as l'époque le poste Gundogan, d'ouverture. avec Modri, ils avaient ce genre de des joueurs de caractère, des Bien joueurs sûr. talentueux, mais c'est le projet. C'est le projet qui est mis en place. Pour l'instant, tu as des bons jeunes ou des genres de talent, mais ça manque un peu de. Moi, je veux de du caractère. Manu Koné, tu vois. Je veux du Kefren Thuram. Je veux des mecs qui soient aussi bons physiquement que techniquement. Et aujourd'hui, c'est pas assez technique, ce milieu du PSG.
Si on te met toi dans ta carrière avec un Warren qui est top mais qui a besoin de rayonner parce que derrière physiquement c'est ça tient. coupé, tu vois. Et Vitinha, moi c'est ça qui m'a choqué, c'est Vitinha sur ce match-là. Il a un rôle qui est tellement important pour la maîtrise technique de l'équipe. Ouais. Et il est passé totalement à côté. Que ce soit lui ou Ugarte aussi. Hein. Ugarte, moi, c'est la première fois de la soirée, c'est la première fois de la saison. Mais après, c'est un peu ce que disait aussi Boris. Ils ont droit à un coup de mou de temps en temps, alors qu'ils surperforment plus. Mais c'est le PSG, donc on est, comme disait Jo, on est en attente de. On doit être un peu exigeant quand même. Tu vois. Ouais, compris. Surtout après le match de Newcastle. Et on pourrait parler des heures quand on parle du Paris Saint-Germain. Mais messieurs. Paris gagnera contre Newcastle et se qualifiera avant la dernière journée. Bon, tant mieux. Voilà. Vous l'avez compris, abonnés et supporters du Paris Saint-Germain. Vous avez écouté Jonathan Bellin, la voix de la sagesse. Il est temps, messieurs, d'accueillir l'homme le plus détesté de ce plateau. Je dis le mec le plus détesté de ce plateau parce que tu vas vite le comprendre. Ricardo, il vient pour se foutre un peu de notre gueule. Tu vas charrier qui en premier ? Je sais pas. Aujourd'hui, je vais être plus soft. Aujourd'hui, je vais plus avoir un rôle de professeur, voilà. Et pour commencer, je voulais vous féliciter. Tu peux me dire tu. Hein. Oui, mais là, je parle à tout le monde. Voilà, je parle à tout le monde. Je félicite tout le monde. Je peux te féliciter personnellement. Ton heure viendra, mon cher Alexis. Mais je voulais vous féliciter déjà pour la très bonne émission de la dernière fois, voilà, avec Omar Da Fonseca, parce que étonnamment, j'avais pas grand-chose à relever, des petits trucs un peu bizarres, des choses un peu... masterclass. Voilà, des masterclass, ou alors des erreurs, tout simplement, pas grand-chose à relever, et notamment du côté de Joe, qui étonnamment, une fois n'est pas coutume, je n'ai rien à redire sur ton travail de l'émission de la dernière fois. Désolé. Comme quoi, tout arrive. Comme quoi, tout arrive. Comme quoi, tout arrive. Non, mais c'est étonnant. Je comprends mieux pourquoi il vient toutes les semaines. J'aime beaucoup Benjamin, tu sais. Ouais, je sais. Mais en même temps, ça se comprend parce qu'on avait un élève perturbateur. On avait un élève très très perturbateur qui a été plusieurs fois repris par le corps enseignant pour bavardage intempestif. Et donc c'est vrai que ça vous les a laissé peut-être plus de place pour être plus précis quand lui partait dans des folies absolument exceptionnelles. Et donc, évidemment, je parlais d'Omar Da Fonseca et je voulais commencer, comme vous avez été très assidus, par vous faire une petite interro surprise. Ça fait jamais plaisir, on va tout ranger sur la table, on garde qu'un stylo et c'est une petite question, un petit... T'as vu l'émission de la dernière fois ou pas avec Omar ? Ok, donc ça veut dire qu'il peut participer. Exactement, bien sûr. Et donc on est sur un au plus proche. Voilà, je vous pose une petite question, vous allez me donner un chiffre ou un nombre, celui qui est le plus proche a gagné. La question est simple, j'ai pris sur une tranche de 7 minutes, lorsqu'on parlait de l'Argentine avec Omar Da Fonseca, combien de fois a-t-il prononcé le nom de Maradona et de Messi combinés ? En 7 minutes. Combien près ? Au plus proche. 62. Au plus proche. En 7 minutes. Attends, c'est très important. À la centaine près. Je vais dire 34. 34 ici. Ouais, mais il y avait une chanson, non ? Il disait Marado, c'est comme ça ou pas ? J'ai pris juste après. Juste après, il n'y a pas la musique. J'ai pris juste après cet extrait. C'est la musique. Ouais, sinon, alors là. C'est parti. Là. Bon, je sais pas, au pif. En plus, Messi et Maradona. Messi et Maradona combinés, c'est 7 minutes, c'est pas non plus. 47. 47. Moi, je dirais, 27 pour. 27. Combien, toi ? Moi, j'ai dit 34. 35. 35. Waouh, vache. T'as commencé Oui, il a dit 67 ou je sais pas combien. Quoi ? Non, j'ai dit 62. Si, t'avais dit 62 au début. J'ai dit ça ? T'avais dit 62, effectivement. Là, je vais avoir des choses à trop dire. Écoutez, on peut voir la réponse en vidéo ? Allez, let's go. C'est parti. Messi, Di Maria, Maradona, on gagne. Maradona, Messi. Messi, il dit Messi avec Maradona. Maradona, c'est Messi. Maradona, encore. Maradona, Messi, mon Messi. On pourrait faire un son, là, on a de la matière, on rajoute une petite instru derrière, il y a quelque chose, je pense. Tu les as tous mis là ou pas ? J'ai mis ce qui s'est passé sur 7 minutes. Alors, de base, j'avais regardé sur toute l'émission, où j'apprenais même vous quand vous parliez. Honnêtement, on aurait fait, la chronique aurait duré un quart d'heure. Ouais. Donc non, on est sur 25. On est sur 25. Mais si, 27 ici. Franchement, félicitations, il n'y a rien à dire. Wow. Chapeau bas. Chapeau bas. J'aime beaucoup les quiz, moi, attention. Non, mais je vois ça. Je vois ça. Et puis après, tu me dis... On les a tous annulés parce que je suis trop nul. On arrête de jouer. Moi, j'avais proposé de faire un quiz à la base ici. J'avais proposé, mais... Il a un bilan négatif. Il avait dit non. Mais oui, moi j'adore les quiz ici. J'adore ça, les quiz. On va remettre ça en place. Première, on va remettre ça en place. C'est quoi, je vais poser les questions la prochaine fois. Tu vas jouer un peu, toi. Ça vous dérange qu'il finisse sa chronique ? Non. Mais allez-y, parlez. Vas-y, mon Benjamin, désolé. Là, il y a... Mais il n'y a aucun problème. Effectivement. Mais non, mais du coup, le seul qui a la bonne réponse, c'est celui qui n'était pas autour de la table. Comme quoi, vous étiez peut-être pas si assidu que ça. Mais en tout cas, Alexis, cette fois, je vais m'adresser à toi. Je tenais vraiment à te féliciter parce qu'il y a eu des progrès.
Il y a eu moins de répétitions. On est dans du mieux et je ne m'opposerai pas à ton passage. Voilà, sur la classe supérieure, à une condition, peut-être réviser un tout petit peu les mathématiques et notamment le chapitre sur l'heure. Je sais que tu as attendu, Omar, en tout cas, merci beaucoup. Tu parlais de moments, de vivre l'instant, que tu étais quelqu'un comme ça. Ça devait être une émission de moins d'une heure, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Donc merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé ce temps. L'émission, elle a fait 1 heure. Ça fait un tout petit peu plus d'1 heure, multiplié par 2 plus 15. Non, on a fait 2 heures, mais il a parlé pendant 1h30. C'est aussi ça qu'il faut savoir. Donc de base, on a un conducteur. Et comme il a prononcé 1 milliard de fois. On dit la vraie histoire ou pas? Eumani, il avait remis le compteur à 0. Oui, voilà. Oui, je me suis trompé. Tu t'en es pas rendu compte. C'est bon, là, j'ai compris. Il pensait vraiment que ça faisait 1 heure. 2 et 8, ça fait 28. Là, c'est bon, j'ai compris. Ok. Mais au moins, l'avantage, c'est que si tu divises tout par 2, au moins, tu pourras toujours donner le nombre de buts exacts de Ousmane Dembélé cette saison. Et ça, au moins, ça n'a pas de prix. Ça, c'est pas sympa. C'est pas ça fait sympa. Plaisir forcément à Jo, mais. Ah non, c'est pas sympa. C'est Jo qui a écrit ça. Ouais, non mais oui. Mais et pour finir, je vais finir par endosser le rôle de professeur de philosophie. Voilà, parce qu'autour de la table, on a un élève qui a sorti... de classe. Exactement. Ah, mais je suis en mode professeur. Super. Voilà, plus calme aujourd'hui. Mais il y a un élève autour de la table qui a sorti le grand jeu la semaine dernière. Je vous laisse regarder. C'est un peu même comme dans la vie. Les plus belles choses qui t'arrivent, c'est les prises de risques. Si tu restes cantonné dans les rails, généralement, tu n'es pas sûr qu'il va se passer des trucs. Quel homme. Moi, je vis le foot comme ça aussi. J'ai pas été un grand joueur de football, mais tout ce qui m'est arrivé de mieux à chaque fois, les plus grandes émotions que j'ai eues, c'est quand tu prends un risque sur le terrain. Oh là, mais quelle phrase magnifique, on est d'accord. Ça fait combien du coup sur 20? Ah, mais alors ça, fort, hein. Alors là-dessus, on est sur un 18. Là-dessus, on est sur un 18 avec même les petites félicitations. J'ai toujours été parfait. plus littéraire que matheux, parce que quand il faut donner des chiffres, je me trompe. C'est vrai, là, en français, en philosophie, du moins, on est très content. Par contre, voilà, c'est une phrase qui pourrait faire pâlir les plus grands auteurs de notre génération, mais on se demande comment il va conclure sa démonstration. On attend l'exemple, on attend la suite, sur quoi il va rebondir. Alors, est-ce que c'est une confrontation réelle? Voilà. Est-ce que c'est une Panelka en finale de Coupe du Monde? Est-ce que c'est un retourné en finale de Ligue des Champions, une demande en mariage après un match en direct à la télévision? Rien de tout ça. Le lendemain de soirée, tu joues bourré, tu te dis, en fait, je suis capable de dribbler 3 joueurs, et puis là, ça passe. Et en fait, c'est le souvenir qui me reste. C'était le lendemain de mon anniv, j'étais encore bourré, et j'ai dribblé 3 joueurs, ça m'était jamais arrivé. Oui, mais ça m'était jamais arrivé de dribbler 3 joueurs par mon poste. C'est des trucs c'est ça qui va te rester dans l'émotion. Ah non, mais c'est magnifique. Ça, tu peux l'appliquer aussi. C'est un discours que tu peux appliquer en soirée aussi. C'est ça qui est assez incroyable, pas que sur un terrain de foot. Demande à Sami Traoré, tu vois, tout le monde se retient. Tu vois, quand il fait sa percée contre le LOSC, où il traverse, je dois faire 30 mètres en dribblant 3-4. On demandera à Sami, mais je pense qu'il était pété. Je n'avais pas pensé à ça. En tout cas, c'est un bel exemple pour la jeunesse. Ça, il n'y a rien à dire. Avec modération. Évidemment, toujours. On sait que ça peut faire des ravages. Après, c'était pour dribbler. Si c'est pour continuer dans la philosophie, que chacun fasse ses expériences. La prise de risque, toujours, il faut savoir. Il y a quand même une limite à ne pas franchir. C'est chacun. Mais chacun sa limite. Après, va chercher la tienne. Moi, j'ai fait attention toute ma vie. Voilà. Vous s'amène, vous avez beaucoup de cheveux et vous faites charrier sur les coupes de cheveux. Après, si tu veux un triplé en finale de Ligue des Champions, c'est beau. On comprend du coup. Mais au final, on est plus sur une tirade à l'image du Paris Saint-Germain-Barcelone de 2017. Tout se passe bien, on rêve, et puis au final, ça finit en gueule de bois. Voilà, je te l'offre. C'était très belle. C'est Baudelaire, c'est quoi? On est surtout, on s'est inspiré des plus grands, et notamment de Boris. Moi, je la valide, celle-là. Avant de terminer cette première partie d'émission, tu vas rester avec nous, Benjamin. Je voudrais qu'on évoque rapidement le Paris Saint-Germain version Ligue 1. On disait, OK, il y a cette défaite contre le Milan AC qui fait un petit peu tâche. Mais rapidement, il y avait un petit peu ce côté rouleau compresseur. Ces dernières semaines, même ces derniers mois en Ligue 1, ils sont invaincus depuis 1 mois et demi, depuis cette défaite. Contre Nice, on est un peu en train de retrouver le PSG champion de France dans l'année dernière. Jo, il y a 4 victoires d'affilée avec 3 buts inscrits lors de toutes ces rencontres. Voilà, est-ce que un petit peu tu retrouves... Est-ce que le PSG sur sa lancée est une machine? Paris a trouvé un calendrier favorable, surtout des équipes qui jouent. Donc quand Paris joue face à des équipes qui jouent, qui se livrent un peu plus, c'est plus facile pour eux. Mais il y a du mieux, il y a beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de... Et puis mentalement, il y a cet ascendant qu'ils ont en Ligue 1 qui est un gros avantage face aux autres. Donc je retrouve quand même... Bon, il y a Nice qui surperforme en ce moment et qui est très intéressant à voir jouer pour d'autres raisons. Mais tu sens que si ça continue comme ça, en tout cas, cette construction dont on parlait tout à l'heure,
qui passe par la Ligue 1, en tout cas en Ligue 1, elle commence à se valider. Il y a une vraie progression, je trouve. Ouais. Alors, ce que je comprends un petit peu entre les lignes, tu me diras si je me trompe, est-ce que c'est... Voilà, il y a peut-être besoin de moins de caractère en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, Ricardo? Ouais, clairement. Parce que la Ligue 1, ça reste quotidien. On connaît l'environnement. On sait voilà, que tu peux faire la différence sur tes qualités individuelles ou même un peu collectives. En Champions League, il y a trop de paramètres à prendre en compte. On l'a vu à San Siro. Après, oui, en effet, quand tu te retrouves contre des équipes qui essayent de jouer, moi je pense notamment à Strasbourg, c'est le match que je suis parti voir au parc. Pas au parc, mais j'avais suivi le match. Strasbourg, Montpellier, c'était des matchs faciles pour Paris, il faut dire, parce que c'est des équipes qui essayent de jouer. Mais bon, à la fin, Paris, ça reste facile. Donc oui, en effet, ils sont sur la bonne voie pour remporter leur titre, s'ils continuent comme ça. Et même les grosses cylindrées n'assurent pas. Quand on voit Marseille, quand on pense aussi à Lyon, bien sûr. Donc c'est assez compliqué pour eux. Monaco pas mal aussi, donc il faudra voir. Mais je pense que Paris, voilà, ils ont ce qu'il faut pour avancer tranquillement dans cette Ligue 1. Bah surtout, là, tu parles de Monaco. Là, les prochaines rencontres du Paris Saint-Germain, Boris, c'est face à Reims et face à Monaco la journée d'après. C'est Reims qui est 4e, Monaco qui est 3e, Paris est 2e, juste derrière Nice. Voilà, c'est un gros signal s'il remporte ces 2 prochaines rencontres. On a un peu l'impression que ça y est, le chemin, le road to Ligue 1 est un petit peu en train d'être tracé. Alors ça, moi je suis jamais définitif dans mes avis. En revanche, tu vois, tout à l'heure, on parlait du manque de caractère en Ligue des Champions. C'est des choses que tu vois beaucoup moins en Ligue 1. Il suffit de voir le dernier match où la réaction d'Mbappé quand il marque, tu vois, et qui a été critiqué. Moi, j'ai pas trouvé ça assez ouf. Dans l'absolu, tu vois, c'est un truc d'émotion où t'as été un peu chahuté par le public. Bah, en Ligue 1, en fait, t'as l'impression que le PSG, il est chez lui, et qu'il n'a pas peur de montrer que, tu vois, il peut, à des moments, il peut y aller. Donc, la différence, elle se fait là. Je rejoins Ricardo sur le fait de quand tu connais ton environnement, c'est peut-être un peu plus facile. Je prends plus de plaisir sur les derniers matchs en Ligue 1, en tout cas, qu'en début de saison. Mais moi, je ne sais pas si c'est un truc ou si c'est vraiment lancé tant que ça. Et les matchs contre Reims et Monaco te donneront un petit peu plus de certitude, parce que le match contre Nice, quand même, c'était... Ils sont premiers, Nice. Non, mais il était compliqué le match au Parc. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que Nice a gagné tous ses matchs 1-0, quasiment, à part le 2-0 contre Rennes, et contre Paris, ils arrivent à mettre 3 buts. Nice n'a jamais attaqué un seul match, enfin, n'a jamais attaqué dans un seul match depuis le début de la saison. La meilleure défense d'Europe, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, 4 buts encaissés. C'est l'antithèse du PSG de Luis Enrique, un peu. Donc c'est un peu normal. Et dans ce mano à mano, du coup, PSG-Nice, tu vois qui? Alors, on est encore qu'à la 2e journée de championnat, mais... Non, c'est plutôt quand est-ce que Nice va lâcher. Voilà. Parce que quand tu gagnes avec des marges aussi faibles, la dynamique, elle peut très rapidement s'inverser. Si au lieu de gagner 1-0, tu fais 0-0, et puis tu perds 1-0. C'est son Lille de Galtier à l'époque. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Ça peut venir très longtemps. Quand on regarde, Nice, ils ont affronté quasiment tous les gros. Ils ont, à part peut-être Monaco, je crois qu'ils n'ont pas joué contre Monaco. Ils ont battu Monaco. Voilà, ici, ils ont avec le but de Jérémy Boga en fin de match, ils ont battu Monaco. Ils ont fait nul contre Lille. Penalty arrêté, je pense, non? Ah oui, Balogun, c'est vrai. Il rate 2. Ils battent Marseille. Même la révélation, je sais pas, confirmation, révélation Boulka, tu vois, où au PSG, c'était quand même... Todibo. Non, même quand tu as un gardien de cette envergure-là, tu vois, qui surperforme, qui est bon qui a quand même sorti des pénaltys depuis le début de la saison, ça fait aussi la différence dans des matchs où tu gagnes 1-0. Tu vois, et je pense que tu as un truc aussi où il confirme ce qu'on pensait de lui il y a 4-5 ans, quand il était 3e gardien du PSG. Et qu'il n'a pas vraiment eu sa chance, il est parti à Nice et en revanche, là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, parce que pour moi, ils auront plus de difficultés contre les petites équipes, tu vois, qui refusent de jouer. Attaquer, ils vont peut-être se faire rattraper sur un match que tu vois pas venir, plutôt que sur un Rennes, tu vois, où ils ont gagné, mais en fait, finalement, tranquillement, tu vois, parce que Rennes, ils se sont jetés, c'est facile pour eux. Alors, pour terminer cette première partie-là, un petit prono, je vous demandais de vous mouiller. En fin de saison, qui sera champion entre Nice et Paris Saint-Germain? Qui va dire Nice? Paris. Personne va dire Nice, là? Paris. Moi, je serais plus limite sur Monaco par rapport à Nice. Je pense que Monaco peut mieux finir que Nice, Monaco parce que... a plus les armes. Plus les armes, et parce que le défaut de Monaco les autres saisons, c'était pour moi qu'ils avaient du mal à finir les saisons, où le souffleur avait tendance à retomber, parce que des blessures,
effectif pas assez profond. Et je trouve que là, ils sont vraiment bien renforcés en termes d'effectifs. Ils ont une belle profondeur de banc. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Ouais, ça aussi. Donc, à la limite, je pense que Paris sera champion quand même. Mais je pense que son principal rival, ce sera Monaco plus que Nice. Et ben déjà, rendez-vous dans 3 semaines déjà pour le petit Monaco-Paris Saint-Germain. Merci à tous les 4. C'est déjà la fin de cette première partie de la zone. Donc, salut, chers abonnés et chers non-abonnés. Vous restez là? On reste ensemble? Bon, allez, salut. Il y a la deuxième. Ouais, il y a la deuxième partie. Voilà, restez branchés. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.